Mesdames et messieurs, je vais vous proposer de suivre ce reportage réalisé par William Tchoki sur nos berges lagunaires. Avant de recevoir notre invité, Brice Sow, environnementaliste, pour aborder cette problématique liée à la protection des berges lagunaires au Bénin. À toute suite. Le chenal de Cotonou, c'est environ 5 km de long pour 300 mètres de large. Il a été ouvert sur la mer pour lutter contre les inondations à Cotonou. C'est une action menée par l'administration coloniale. C'était en 1885. Aux abords du plan d'eau, des habitations de fortune érigées par des pêcheurs. Des habitations sur pilotis, d'autres encore déposées sur des tas d'immondices. On se crée des espaces sur l'eau avec des déchets comme élément de comblement. On n'est pas du tout à l'aise ici. Pas du tout à l'aise. Ici, on ne se gêne pas pour faire ses besoins. Quelques feuilles de tôle suffisent à fabriquer l'enclos sur pilotis. Et les déjections humaines sont rejetées directement dans le plan d'eau. À côté de ces sources de pollution, le marché d'Antokpa. Jusque-là, le plus grand centre de transaction du Bénin. Là où le marché d'Antokpa est installé, c'est à côté d'un chenal. Il n'y a que le lac se comble tous les jours. À la seconde, la force de l'eau, parce que nous sommes à côté de la mer, fait que les lambeaux de déchets sont emportés. Et quand ils sont emportés, ils vont se reposer selon leur poids, soit au fond de l'eau, ou bien rejetés un peu partout. Et c'est ça qu'on observe le long, la rive gauche et la rive droite du chenal. Et quand on continue comme ça, avec l'installation même des habitats qui avancent la terre dans le chenal, d'ici quelques années, et ça va se rétrécir et on ne parlera même plus de ce chenal qui en fait est installé pour gérer beaucoup de choses environnementales. De ce marché international provient la majeure partie des déchets produits dans la ville de Cotonou. Plus de 600 tonnes de déchets sortis de ce seul marché par jour. Des déchets pour la plupart déposés sur ces berges, ces écosystèmes fragiles, transformés en de véritables dépotoirs sauvages. Des actions tendant à fermer le chenal, un spectacle à la limite ahurissant pour la ville vitrine du Bénin. C'est bien dommage. Merci à vous, William Tchoki, pour toutes ces images que vous avez pu nous rapporter. On est avec Bruce Sow, environnementaliste. Monsieur Sow, un plaisir pour moi de vous avoir sur notre plateau de rendez-vous. Le plaisir est partagé. Merci bien. Merci pour votre disponibilité. Alors, vous êtes le président de l'Observatoire africain de surveillance du climat, de la terre, des eaux et des cultures. Et nous parlons avec vous de la protection des berges lagunaires. Donc, vous êtes la personne bien indiquée pour aborder le sujet. N'est-ce pas? Je suis parmi les indiqués. Merci pour votre modestie. Alors, merci. La berge lagunaire ou les berges lagunaires, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, en termes de géomorphologie, la berge, c'est un talus, c'est-à-dire un point haut, donc au bord des lagunes. Et là, vous verrez des implantations humaines, tout simplement. Voilà. Et la berge est séparée donc du plan d'eau par une certaine pente, une certaine dénivellation, et donc qui permet la communication entre ces points hauts, ces surfaces hautes, donc, et la lagune. Voilà. D'accord, c'est tout simplement ce qu'on appelle berge lagunaire. Voilà, c'est une berge lagunaire. D'accord, et le Bénin en a combien? Actuellement, nous avons la lagune. En fait, ce n'est pas un lac, c'est une lagune. Ok? Nokwe, c'est une lagune. D'accord. Vous voyez? Et donc, nous avons donc, c'est à tort que nous disons le lac Nokwe. C'est à tort que nous parlons de lac Nokwe. C'est en fait une lagune. Okay. Nous avons plutôt le lac Aémé. Oui. Vous voyez, nous avons le lac Aémé. Nous avons aussi à Porto-Novo, nous avons une lagune. Donc, voilà. Et là, au Bénin, depuis le lac, depuis la longitude du lac Aémé jusqu'à la lagune de Porto-Novo, nous avons les deux sites Ramsar, les deux zones humides Ramsar d'intérêt international reconnues à l'international au Bénin. Donc la lagune de Nokwe est reconnue comme une zone humide d'intérêt international dans la convention de Ramsar. Ah bon? Oui. Et ça se trouve dans cet état-là? Bien sûr. En fait, ce qui se produit actuellement au niveau de la lagune de Nokwe,
c'est un crime écocide international. Un crime écocide international. C'est-à-dire contre l'écosystème. Voilà. et normalement, la communauté internationale devait intervenir sur cette affaire. Parce que, bon, ce n'est pas Nous avons signé une convention à l'international. Voilà, et ce n'est pas le premier sujet, bon, le premier plateau qui se consacre à la chose et pourtant rien ne change. Parfait. Et nous avons des écosystèmes rares, protégés à l'international, qui sont en train de disparaître, qui sont au niveau donc de ces zones humides-là. Alors, quelle est son importance, l'importance d'une berge lagunaire? D'abord, en termes d'aménagement, vous aurez constaté que quand nous prenons le marché du Dantokwa, c'est au niveau des berges, donc au niveau des surfaces hautes de la lagune. Du coup, l'implantation en termes d'activité économique, vous voyez, l'aménagement pour les activités des hommes. En plus, les activités écosystémiques. Normalement, au niveau de ces berges-là, on devrait avoir une certaine diversité des espèces animales et d'espèces végétales. Aujourd'hui, nous avons une diversité de sachets plastiques. Ça, c'est vrai. Les images peuvent d'ailleurs témoigner. Voilà. C'est bien dommage, mais dans l'élément témoin, à quoi je faisais d'ailleurs allusion, l'élément témoin de William Tchoki, nous avons vu des déchets déversés dans la lagune, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On a commencé par aborder la problématique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi nos berges ne peuvent pas être propres? D'abord, il faut dire ce qui a marché. Ce qui a marché actuellement... Ce qui n'a pas marché, c'est ce qui est palpable. Oui, mais on parle d'abord de ce qui a marché. Parce que tout n'est pas noir, en fait. Ce qui a marché, c'est que d'abord, nous sommes en termes de politique publique. Et en matière de politique publique, on parlera de ressources. D'abord, l'autorité politico-administrative qu'est l'État, c'est elle qui initie cette politique publique de gestion durable de ces ressources-là. Et nous avons donc besoin d'un certain nombre de ressources, dont la ressource droit. Depuis l'arrivée du gouvernement actuel, nous avons 2 ressources droit importantes qui ont été votées. La loi sur les sachets plastiques, c'est un grand effort. Et nous avons aussi la loi pour la gestion du littoral. C'est un très grand effort. Mais au-delà de cette ressource droit, nous avons besoin de ressources cognitives, qu'est la communication stratégique. Et nous avons besoin de la ressource force. Aujourd'hui, si nous n'engageons pas la ressource cognitive, qu'est la communication stratégique en situation de crise, et la ressource force... je ne vous arrête pas, ça dit que nous sommes déjà en situation de crise. Nous sommes en situation de crise exceptionnelle. Ah bon. Et les écosystèmes qui sont en train de disparaître, d'ailleurs, nous avons réalisé des études il y a quelques années, où les crevettes, les poissons de ces zones humides-là, sont pollués, bourrés de métaux lourds, dont le plomb, le cadmium, l'arsenic, le zinc, des perturbateurs endocriniens capables de perturber même les glandes endocrines des femmes pour féconder. Ensuite, le cancer et autres. Nous avons aussi des substances toxiques qui peuvent perturber au niveau donc, du cerveau des troubles de mémoire et même des troubles de Parkinson. Donc, on parle donc d'Alzheimer, de Parkinson. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que nous sommes réellement en situation de crise. Et la ressource force, c'est-à-dire l'utilisation des hommes en armes sur le terrain pour agir et décourager en situation de crise est importante. Et la communication avec la presse en situation de crise est aujourd'hui importante. Mais ça ne manque pas. Est-ce qu'il faut revoir la stratégie de communication? Que faire? Parce que de ces genres de plateaux, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le premier plateau consacré à nos berges lagunaires pour dénoncer la situation. Mais rien ne change. Il y a les lois, vous l'avez dit, mais on est fort en ça au Bénin. L'application est difficile. Mais que faire concrètement? Faut-il changer la stratégie de communication ou faut-il revoir carrément la répression? Je ne sais pas. Arrêter de sensibiliser et réprimer? La spécialisation des hommes de presse en communication stratégique en situation de crise, c'est un art. Un art, ok. Il faudra renforcer en la matière. Ensuite, il faudra bien équiper ces hommes de presse-là. Par exemple, aujourd'hui, combien d'agences de communication des drones? La surveillance en temps réel. C'est-à-dire que les populations qui sont en train de déféquer au niveau de cette lagune, par exemple, si on les filmait en temps réel, et qu'au même moment, la ressource force, c'est-à-dire les hommes en armes, agissent sur le terrain et on sévit. Mais le problème qui se pose réellement, qui
qui pose réellement de problème à l'autorité politico-administrative, c'est que lorsqu'on sanctionne, lorsqu'on réprimande, les mêmes populations vont commencer par transformer cette politique-là en attaque opposante. Vous voyez? Donc, du coup, il y a aussi un problème social qui se pose. Mais il faut agir, il est temps d'agir. D'accord. Il est temps d'agir, mais des propositions concrètes à l'État? L'État dispose déjà de la ressource droit. Voyez? Mais aujourd'hui, au-delà de la ressource droit, il y a la ressource infrastructure et la ressource action. Et la ressource infrastructure ici, c'est qu'il faudra équiper, l'État doit se faire équiper à la fois donc d'outils et d'instruments pour ce qu'on appelle un système d'alerte précoce en la matière. Parce que ce n'est pas que la lagune de Nokoué. Il y a une grande majorité de nos lacs qui sont menacés. Il faudra donc une communication réelle. L'alerte précoce, c'est qu'il faudra la mise à jour continue de l'information, l'accès à l'information et l'action en temps réel. Mais l'action, comment? L'action, c'est la stratégie, c'est la planification. Mettre à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut, les instruments nécessaires pour la politique publique et ensuite agir sans état d'âme. Le Béninois a peur de 3 choses. Le Béninois a peur de se faire jeter en prison. Le Béninois a peur de payer des cautions. Je vous donne déjà les solutions. Hein? Il faut cautionner. OK? Le Béninois a peur de se faire jeter en prison, passer même une semaine en prison pour un Béninois, psychologiquement il est malade. Mais la dernière méthode que je ne vais pas ressortir actuellement est un peu grave de l'exposer en public. Ah bon? Voilà. Bon, faudrait mieux ne pas la faire ressortir. Mais au niveau, vous avez abordé tout ce que l'État doit faire, mais au niveau déjà de nous, individus, que devons-nous faire? Nous devons être responsables de nos actes. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes et plus d'hommes qui subissent les conséquences de ces polluants-là. Et au même moment, il faudra savoir que les espèces aquatiques que nous consommons sont en train de disparaître à cause de ces pollutions de sachets plastiques. Il faudra agir en interpellant nous-mêmes notre propre conscience, en interpellant les dangers sur l'humanité et la nature, sur nos enfants, sur l'environnement, sur les écosystèmes et sur notre devenir. Merci beaucoup. Merci à vous, Brice Sow, environnementaliste. Vous êtes le président de l'Observatoire africain de surveillance du climat, de la terre, des eaux et des cultures. Et avec vous, on parlait de la protection de nos berges lagunaires. Vous avez apporté vraiment des solutions, des propositions de solutions que l'État doit vraiment prendre en compte pour le respect des décisions prises au niveau international. Vous avez parlé du Ramsar. Parfait. Merci beaucoup. Merci.